Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Vous Sport Club, édition spéciale consacrée à l'Euroleague et même au Final Four de l'Euroleague. On connaît désormais les 4 qualifiés pour ce Final Four qui va désigner le titre majeur européen. Et pour le préfacer, pour partager cette passion pour l'Euroleague, deux passionnés, deux invités spéciaux aussi, Axel Hervel, Serge Krefker. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes passionné par l'Euroleague. Pourquoi ? Je t'en prie. Moi, je trouve que c'est la plus belle compétition de club au monde, devant la NBA, pour moi en tout cas. Ouais. C'est complet, c'est tactique, c'est intelligent. À la fois, il y a une composante athlétique quand même, de plus en plus. Et pour moi, c'est le plus beau basket. Et c'est très compétitif. Quand on compare l'Euroleague à la NBA, on dit toujours que la différence, c'est qu'en Euroleague, chaque match importe. Tout à fait, oui. On voit ici que la première partie de la saison était très importante pour la lutte aux playoffs, ce qu'on ne retrouve pas peut-être en NBA, en effet. Alors cette saison, elle a été exceptionnelle. On n'a jamais eu des écarts aussi ténus entre les équipes. On voit ici la qualification de Monaco, qui est intervenue mercredi au Game 5, l'explosion de joie. Monaco qui sera le seul invité surprise, entre guillemets, parce que la seule équipe qui n'a jamais disputé de Final Four. Les 3 autres, l'Olympiakos, le Real, le Barça, d'abord sont des habitués, et puis sont des équipes qui étaient déjà là la saison passée. Ça veut dire que même si on a une saison ultra compétitive, à la fin, ce sont quand même les mêmes équipes qui sont présentes. Je pense que c'est des équipes de tradition, hein. Le Real, Barcelone, l'Olympiakos. Il y a une vraie identité aussi au niveau des joueurs, du public. Là où Monaco est une équipe beaucoup plus, entre guillemets, jeune, mais extrêmement athlétique. Donc moi, je suis curieux de voir ce côté athlétique du basket français, d'ailleurs, en demi-finale, contre plutôt l'intelligence, la tactique et tout ce que l'Olympiakos, et la défense, évidemment, que va amener l'Olympiakos. On découvre petit à petit les compositions. Maintenant, nos téléspectateurs ont suivi ça durant toute la saison. Mais ça a été très disputé jusqu'au bout. Il y a 3 Game 5. Ce n'est jamais que la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire de l'Euroleague. Et même les Game 5 ont été indécis jusqu'au bout. C'est aussi ça qui alimente la passion pour l'Euroleague. Oui, je pense que, comme l'a très bien expliqué Serge, il y a une mixité entre de l'athlétisme, de la tactique et de l'expérience. Et c'est clair que les détails à ce niveau-là, à cette intensité, font la différence. Et ça se joue au 5e match dans la dernière minute, comme on a pu voir dans beaucoup de confrontations. Pour le Real, pour l'Olympiakos et pour Monaco. Une autre caractéristique quand même de l'Euroleague, on dit souvent que c'est une ligue qui appartient aux coachs. C'est tellement leur empreinte est palpable, plus qu'en NBA ou dans d'autres ligues. Ça, je suis pas sûr plus qu'en NBA, parce que mais ce qui m'a frappé moi dans les Game 5, c'est vraiment encore une fois l'identité. Qu'est-ce qui a fait la différence dans les 3 matchs? Pour moi, ce sont plutôt pour une fois les joueurs. On a vu au Real Rodriguez, Loul, Fernandez, vraiment l'ossature. On a vu à l'Olympiakos Lucas, Papanicolaou, et à Monaco, c'est Elio Kobo, qui est français, qui a joué les derniers ballons. Et ça m'a beaucoup frappé. Et c'est pas étonnant, finalement. Parce que c'est une culture de club. Ouais, exactement. D'accord. On va attaquer la présentation plus précise de ce Final Four. J'appelle le principe qui est un peu particulier parce qu'on joue 34 journées de saison régulière, on joue des séries de play-off au meilleur des 5 manches, et puis tout d'un coup on se retrouve en demi-finale dans une salle unique à Žalgiris Kaunas. La Žalgirio Arena, c'est quand même une salle de basket et un pays de basket. On dit toujours le basket est la deuxième religion en Lituanie, et là tout se joue sur un match. C'est donc très particulier. Et oui, il faut être concentré, c'est des pics de forme, donc la gestion pendant la saison est très importante. Pas évident à gérer parce qu'il y a le calendrier aussi avec les matchs domestiques dans le on arrive en fin de saison en championnat aussi. Oui, donc la fatigue, donc c'est une grosse gestion du staff où les coachs, mais aussi les préparateurs physiques ont un rôle très important. La première demi-finale de ce Final Four est celle qui oppose l'Olympiakos à l'AS Monaco. L'Olympiakos, qui est un habitué évidemment du rendez-vous, qui va briguer un 4e titre, qui est la meilleure équipe de la saison régulière et qui rencontre l'invité surprise, les Monégasques, qui se sont donné les moyens de franchir une étape supplémentaire, qui sont un petit peu les outsiders de cette demi-finale. On s'y plonge avec Kevin Jonker.
pour cette première demi-finale de l'édition 2023 du Final Four. L'Olympiakos affronte l'AS Monaco dans un match au sommet, une rencontre attendue par tous les amateurs de basket, un combat aux airs de revanche pour la Roca Team. L'an dernier, les Monégasques s'étaient fait sortir en quart de finale par l'ogre athénien et auront la ferme intention de bousculer la hiérarchie. Et cette saison, les hommes de Sasa Obradovic sont mieux rodés et capables de battre n'importe qui grâce à des individualités d'une qualité rarement vue sur les parquets européens. Mike James en est la parfaite illustration, mais l'Américain n'est pas le seul à pouvoir briller. Jordan Lloyd et Eli Okobo sont de solides arrières. Et au poste bas aussi, Monaco a du répondant avec des gars comme John Brown, Shima Moneke ou encore Dante Hall. James again! Oh my goodness! Dante Hall, this time in traffic! Obradovic possède donc un groupe équilibré, un groupe construit sur mesure pour soulever le plus beau trophée disponible sur le vieux continent, un trophée qui échappe à la France depuis le succès de l'Asvel en 1997. I need a championship, baby. Our staff, did a great job of bringing a collective group of guys, with good charisma, good characters, and I'm willing to do whatever it takes. Mais attention, car pour passer en finale, la Roca Team devra battre un monument du basket européen. Triple vainqueur de l'Euroleague, l'Olympiakos a cette saison tout en main pour se hisser sur le toit de l'Europe. Certes, les Grecs ont été bousculés par Fenerbahçe en quart de finale, mais ils ont dominé la saison régulière et peuvent se reposer sur 2 joueurs nominés au titre de MVP de la saison. Sacha Vezenkov et Kostas Loukas sont intouchables. Le Bulgare possède le meilleur indice de performance moyen de la saison, tandis que le Grec est l'archétype parfait du joueur capable de faire vaciller une rencontre dans les dernières secondes. Cette saison, les troupes de Barzokas ont aussi fait la différence défensivement. Une défense à l'image de leur attaque, efficace, solide et sans pitié lorsqu'il s'agit d'enfoncer son adversaire. En possession, l'Olympiakos est une machine bien huilée, capable de faire voyager le ballon sans difficulté. Une formation enthousiaste et agréable à voir jouer. I hope that this enthusiasm, this great feeling that I have for this team will end up at the end of the season with title. L'Olympiakos part légèrement favori au vu de son pédigré et de ses résultats globaux enregistrés cette saison, mais Monaco possède de son côté un ascendant psychologique après avoir remporté les 2 premiers rendez-vous de la saison régulière face au club grec. On l'a déjà ressenti dans ce chouette sujet. L'une des grandes caractéristiques de l'Olympiakos, ce sont ses supporters qui sont capables vraiment d'enflammer n'importe quelle salle, et ça va sans doute encore être le cas du côté de Kaunas. On avait vu, je pense, l'année passée, des images incroyables de Kevin Durant avec une ambiance incroyable. Je pense que ça parle de la culture et de l'histoire de chaque club, et Olympiakos en fait partie. C'est ce que je disais, c'est vraiment la tradition qu'un club comme l'Olympiakos véhicule. Aussi parce qu'ils ont réussi à garder une vraie ossature grecque. Avant, il y avait Spanoulis, Printezis qui ont déjà remporté l'Euroleague. Maintenant, ça a été transféré sur Papanicolaou, Sloukas. Mais c'est vraiment... moi, c'est mon coup de cœur. C'est mon favori, clairement, pour le Final Four. On voit l'ambiance qui a prévalu à nouveau lors de cette 5e manche. Gagné de très haute lutte face à Fenerbahçe. Alors, vous parlez des précédents titres. L'Olympiakos qui a déjà 3 titres en Euroleague. Il y en a un qui était déjà remporté 2013, je pense, avec le coach Georgios Barzokas. Est-ce qu'il n'est pas un peu sous-estimé ? C'est ce que je te disais en avant-émission. Je pense que c'est, pour moi, même de tous les coachs Euroleague, quasiment le coach dont on parle le moins. Il n'est pas très flashy, par exemple, comparé à Itoudis, mais je trouve qu'il fait un travail extraordinaire. Il arrive à maintenir cette défense, c'est la meilleure défense de l'Euroleague. Il fait preuve d'une rigueur incroyable pour arriver à défendre avec une telle consistance et un tel niveau de compétition. Et tout ça en douceur. Parce qu'on sent une véritable complicité, je trouve, entre le coach Barzokas et ses joueurs, ses leaders. Ce qui est toujours très important en Euroleague, peut-être plus qu'ailleurs encore, ce sont les rôles acceptés et dévolus à chacun. Ça, c'est le travail d'un coach, non ? Moi, c'est un coach qui m'impressionne quand même, pas par sa faculté tactique, mais plutôt par son charisme et ses capacités de management. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il a été en Final Four déjà avec un autre club, c'était Kuban, avec l'époque de Randolph. Donc c'était un peu une surprise aussi. Donc il est capable, avec ses effectifs, d'en tirer le meilleur. Et sincèrement, il est surprenant.
Le meilleur durant la saison régulière, s'il y a un joueur qui est sorti du lot, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que c'est Vezenkov, joueur de l'Olympiakos, qui est favori au titre de MVP. Mais pas un joueur très flashy non plus, qui est convoité par la NBA, par les Sacramento Kings, mais joueur qui est ultra complet et qui apporte ce dont l'équipe a besoin chaque fois. Je pense qu'il correspond bien au blason de l'Olympiakos. C'est un battant. Déjà, avant tout, il a une mentalité extraordinaire. Après, il a un tir à 3 points vraiment, vraiment fiable. Il est capable d'attaquer le cercle. Il est capable de prendre il l'a montré encore au Game 5, des petits tirs à mi-distance. Défensivement, il est propre. C'est un joueur complet. Je pense qu'il mérite ce qui lui arrive. Probablement le titre de MVP et peut-être, pourquoi pas, une future carrière en NBA. Et puis quand on évoque l'intelligence de jeu essentielle en Euroleague, c'est quand même l'exemple type de ce joueur qui est toujours en mouvement et toujours au bon endroit. Oui, parce que physiquement, à ce niveau-là, il n'est pas non plus un super athlète, mais très intelligent dans le positionnement, dans la dureté. Et puis appliqué dans le projet, comme tu dis bien, Serge, parce qu'en effet, il aurait pu déjà partir. Oui. Et il a voulu rester, il a des objectifs avec le club et voilà, une application qui montre le résultat de l'équipe globale. Et comme dit Axel, excuse-moi, c'est vraiment sa prise de décision qui moi, m'impressionne le plus. C'est très rare qu'il fasse des... Alors, tout n'est pas couronné de succès dans ses initiatives, mais il ne se trompe pas. Oui. Il rate des tirs, comme tout le monde, mais dans la prise de décision, c'est d'une propreté, d'une netteté, voilà, incroyable. C'est aussi le haut niveau. Alors, vous les avez déjà évoqués, la colonne vertébrale de l'Olympiakos reste grecque. On aurait pu mettre Papanicolaou, mais on a mis Sloukas en exergue, parce qu'on a besoin, dans des moments comme celui-là aussi, de joueurs clutch. Et il me semble qu'un joueur qui est capable d'inscrire un panier qu'on n'attend absolument pas, l'image de celui-ci qui a fait la différence à Istanbul, un 3 points incroyable, et c'est bien Sloukas. Oui, il l'a encore montré dans le Game 5, il a été présent, il a mis des gros tirs à 3 points. On voit ici le panier de la victoire. C'est un joueur incroyable, une expérience, il a déjà gagné des titres avec le Fener. Il a joué pour 2 clubs, Fenerbahçe et l'Olympiakos, donc c'est quelqu'un de fidèle qui s'inscrit aussi dans des projets. Mais moi je suis un peu triste qu'on n'ait pas mentionné ce Papanicolaou parce que c'est vraiment un joueur complet, moins flashy, on le voit beaucoup moins, mais il est présent défensivement dans les rotations, il est présent au rebond, il va mettre des petits tirs en cut backdoor, c'est vraiment quelqu'un d'excessivement complet et je pense que dans le vestiaire c'est probablement lui. C'est le capitaine, en tout cas Papanicolaou, voilà. Et je pense qu'effectivement on le remettra la prochaine fois. Merci. Monaco. À présent, Monaco, c'est la 2e saison des Monégasques en Euroleague. Ils étaient aux portes du Final Four la saison passée. Ils sont au Final Four cette saison-ci. Rien que cela, c'est un exploit, non? Même si on s'est donné les moyens, il y a un gros budget, mais il faut quand même pouvoir l'exploiter. Ouais, c'est une équipe qui a été très régulière cette saison, très constante, basée fort athlétique. Plus athlétique, non? Pour moi, oui. Axé fort sur un seul joueur quand même, mais qui a montré qu'il avait les capacités au niveau du management, donc je parle du coach à nouveau, de prendre des décisions fortes pour montrer qu'au final, l'intérêt était le collectif et pas seulement la star. Oui. Donc je pense que c'est les décisions aussi du coach qui ont fait qu'il y a eu une réaction au sein du groupe. La star, c'est Mike James, que vous évoquez. Voilà, exactement. Donc c'est mérité avec le travail, je pense, tout au long de la saison. Alors on va s'y intéresser d'un peu plus près à cette star. Mike James, c'est l'un des plus gros contrats de la compétition. Là, on s'approche quand même des contrats NBA. Ça met énormément de pression sur le joueur, mais ça met énormément de pression, comme vous dites, sur le coach qui doit gérer ses égos. Oui, je pense, mais de toute façon, le joueur, je crois qu'il s'en fiche un peu. Il ressent pas beaucoup la pression. Il joue comme il a envie de jouer. Je pense qu'Axel a mis le doigt sur la clé de la saison de Monaco. Ça a été la suspension pour quelques jours de Mike James, qui a rééquilibré un petit peu aussi les rôles dans l'équipe. On l'a vu notamment sur le dernier match où c'est plutôt Okobo qui a pris les responsabilités. Ils ont quand même une triplette derrière entre Lloyd, Mike James et Eli Okobo qui est simplement extraordinaire. Peut-être la meilleure de l'Euroleague, mais ce fait d'avoir ramené la star sur terre, d'avoir à rééquilibrer, je pense, la façon de jouer et les prises de responsabilité dans l'équipe. Et pour moi, ça a été une des clés. Mais c'est ce qui manquait sans doute la saison passée aussi au Monégasque, c'est qu'on était
ultra dépendant de Mike James. Et comme vous le dites désormais, on a engagé 2 joueurs, pas n'importe lesquels, pour l'entourer, Eli Okobo et Jordan Lloyd. Vous évoquez Okobo, mais Jordan Lloyd a été crucial dans le Game 5 aussi. C'est un joueur d'équipe qui peut faire la différence. Oui, mais je pense qu'ils ont du talent. Et puis, comme disait Axel, Monaco personnifie, je trouve, la percée du basket français. Et notamment, et le basket français est connu pour cette composante athlétique. On l'a dit, c'est une équipe, enfin, c'est athlétique à tous les postes. Pour moi, c'est dominant à tous les postes. Et ça va être intéressant de voir justement comment ils vont se comporter contre une équipe comme l'Olympiakos. Vous les voyez créer la surprise contre l'Olympiakos. Clairement, l'Olympiakos sera favori, mais je rappelle que l'AS Monaco a battu les Reds à 2 reprises en saison régulière. Il y a que 2 équipes qui sont parvenues à faire ça. Oui, mais c'est un match. C'est un match. Ouais. Il va falloir être en forme. Et je pense qu'Olympiakos a aussi les capacités athlétiques pour pouvoir un petit peu se mesurer dans les duels, en tout cas. Oui. Et l'expérience va certainement faire la différence. Et ça va être super intéressant. Moi, je voudrais voir aussi Fall, qui a un rôle important. Oui. Comment est-ce que l'Olympiakos va gérer comment est-ce que Monaco va gérer la défense sur un joueur comme Fall. Et ça, c'est un peu la responsabilité du coach monégasque, de Sacha Obradovic, évidemment. Il y aura un mismatch parce que Mote Younas et puis John Brown, Donta Hall, ils sont plus petits. On va voir. Ça va être. Il y a des duels intéressants. Les duels entre les arrières, Sloukas, Okobo, Sloukas, Mike Brown, Jordan Lloyd. Ça va être vraiment intéressant à regarder. Sacrée personnalité aussi, Sacha Obradovic, qui était un grand joueur et qui pourrait devenir, au même titre que Jasikevičius, qu'on va retrouver du côté du Barça, l'un des très rares je crois qu'il a gagné l'Euroleague en tant que joueur, Obradovic aussi. Puis avec un nom comme ça, on est peut-être prédestiné, évidemment. Et il a aussi mûri dans son coaching. Oui. On l'a connu beaucoup plus... virulent. Virulent. Agressif. Oui. Même s'il y a eu quelques prises de bec encore avec Mike James, mais c'est vrai, et à l'image de ce qu'on a vu dans le vestiaire monégasque en tout début d'émission, ils ont fini par être assez complices, ce qui me semble assez essentiel. On va, si vous voulez bien, plonger dans la 2e demi-finale, le Classico, c'était déjà le cas la saison passée au Final Four. C'est le Barça c'est le Real, qui s'était imposé de 3 points la saison passée. Pour planter un petit peu le décor, je vous propose ce petit sujet réalisé par Kevin Jonker. Rien de tel que 2 géants du basket espagnol pour compléter le dernier carré du Final Four. Un 39e Classico sur le sol européen qui risque de faire trembler la Zalgirio Arena. Qualifié pour la 15e fois de son histoire en play-off, le club catalan n'a fait qu'une bouchée de Zalgiris en quart de finale. Une équipe emmenée par un duo Veseli-Mirotic intouchable. Les 2 hommes sont les fers de lance d'une formation qui possède toutefois d'autres atouts pour faire vaciller son rival historique et ainsi oublier les déceptions subies ces 2 dernières années. Istanbul fulfilled their championship destiny. It is Real Madrid who have prevailed to return to the championship game. Heartbreak for Barcelona and coach Sarunas Jasikevičius. The biggest truth is that it's so difficult to win the EuroLeague. And unfortunately, we didn't finish the job in the semi-final over there in Belgrade. Overall, when you're looking at the project and everything, it makes you very solid. But everybody wants to win. Moment particulier pour coach Sarras qui luttera dans sa ville natale avec l'espoir de décrocher le 3e titre d'Euroleague du club, son tout premier en tant qu'entraîneur principal. Mais en face, le Real Madrid sait comment aborder les grands moments. La Casablanca compte 10 titres de champion d'Europe et son roster mêle jeunesse et expérience. Un noyau complet, varié, parfaitement coaché par l'ancien bras droit de Pablo Lasso, Chus Mateo. Alors oui, le Real a tremblé et s'est même laissé emporter en quart de finale face aux Partisans, mais le club a comme souvent répondu présent pour finalement émerger au bout du suspense. 2 équipes qui se sont neutralisées en saison régulière et qui devront sortir le match parfait pour prendre le dessus et poursuivre leur rêve européen. On s'intéresse d'abord à Barcelone, parce que Barcelone, c'est la seule équipe qui s'est qualifiée pour le Final Four en 3 manches sèches. On appelle ça un coup de balai, le sweep, 3 manches à rien contre Zalgiris Kaunas. Est-ce que ça en fait l'équipe qui est la plus en forme au moment où il faut, le fameux momentum si important en basket? En tout cas,
pour leur saison à eux, je pense qu'en effet, ils sont dans leur pic de forme. Est-ce que c'est trop tôt ou pas? Parce que bon, c'est clair qu'on est quand même à quelques jours du Final Four. Ils ont sweepé les Zalgiris. Et en championnat, ils sont vraiment à haut niveau. Sincèrement, je pense que sur ce match, c'est les favoris en termes de confiance et de forme. Alors, pour introduire Barcelone, Serge, on se retrouve juste après, mais juste un petit mot d'un duo de choc, le duo de Tchèques du Barça. Hi, my name is Tomas Satoransky. And my name is Jan Vesely. And we are from Barcelona. Hello. Wait, we are not from Barcelona. We play for Barcelona. We play for Barcelona. Barcelona. Let's go. Satoransky, Vesely, ces deux-là, ils s'entendent très bien, ça se ressent, et puis surtout, ils jouent très bien ensemble. Ces deux nouveaux joueurs du Barça. Oui, c'est deux nouveaux joueurs, mais qui ont l'habitude de jouer ensemble. En équipe nationale. Qui se trouvent quasiment les yeux fermés, relation poste 1, poste 5. Oui. Voilà, ils se connaissent excessivement bien. Ce sera intéressant de voir Vesely contre Tavares, notamment. Oui. Comment ce match-up va être extraordinaire. C'est fort. Satoransky, c'est un retour, il connaît déjà la maison. Vesely, il a beaucoup d'expérience en Euroleague. Il a gagné l'Euroleague, il a été MVP. Donc c'est très très fort. C'est le duo qui porte Barcelone. Maintenant, moi je suis pas persuadé. Ils ont eu quelques jours de repos en plus. Est-ce que ça va être positif ou est-ce que ça va être plus... Parfois, quand on joue beaucoup, il y a l'adrénaline qui porte les joueurs. On va voir. Ça va être intéressant de voir la différence entre une équipe qui a eu du repos et l'autre qui a dû aller faire 2 matchs de plus. On va voir. Ils sont complets aussi. Ils ont plus de fraîcheur. Madrid étant 4 blessés importants dans leur rotation. Oui. Donc, Et puis en termes d'expérience, vous l'évoquiez par rapport à Vesely, mais il y a un autre joueur qui incarne cette expérience, évidemment, c'est Nikola Mirotic, ancien MVP qui était blessé une partie de la saison, qui retrouve un niveau de MVP dans cette fin de saison. Qui est en plus extra motivé pour montrer qu'il est capable de gagner sans le Real Madrid. Contre le Real Madrid, donc il a des motivations supplémentaires. Il permet à ce duo tchèque une ouverture de jeu avec son shot à 3 points et qui donne beaucoup d'espace à ses coéquipiers. Il est capable d'aller au post-up créé pour les mismatchs. Donc il est très complet, à l'image un peu de Vencekov, mais qui est pour moi avec beaucoup plus d'impact dans le collectif. C'est solide à l'intérieur, hein, et pas uniquement, c'est aussi très profond, peut-être l'équipe la plus profonde sur le banc. Bon, je ne sais pas si vous allez être d'accord, Serge, mais moi j'ai choisi un joueur qui sort du banc parce qu'il est lituanien, qui va jouer à domicile, et parce que vraiment, chaque fois qu'il monte au jeu, et puis c'est un jeune en plus, il apporte sa petite touche, c'est Jokubaitis. Oui, c'est un meneur gaucher, agressif. Il attaque très fort le cercle, il a une grande taille. Il est venu avec son entraîneur qui lui donne beaucoup de crédit, beaucoup de confiance. C'est sûr que c'est le futur de l'Euroleague, c'est le futur de Barcelone, c'est peut-être le futur de l'équipe nationale lituanienne. Voilà, il y a un autre joueur que je voudrais mentionner, c'est pas pour t'embêter, mais à Abrines aussi, on parlait de cette tradition. En Espagne, c'est quand même très très fort, on en parlera avec le Real. Mais il y a Mirotic évidemment qui est naturalisé espagnol, mais il y a aussi Abrines qui est un des piliers de cette équipe. Qui a fait super tireur. Un shooter à 3 points incroyable, mais qui est là depuis longtemps, qui a fait une petite pige, quelques années en NBA, mais qui vient de Barcelone et qui représente cette tradition de l'équipe et qui va sans doute avoir un rôle important encore à jouer en demi-finale. On parlait beaucoup de l'athlétisme. Barcelone, c'est peut-être l'équipe la moins athlétique, surtout sur le jeu intérieur. Par contre, c'est certainement l'équipe aussi la plus tactique, grâce à l'entraîneur, qui arrive à combler un peu, par exemple, Sanli, qui à ce niveau-là va souffrir un peu, je pense, mais tactiquement est mis en situation où il peut aider l'équipe différemment. L'entraîneur, c'est évidemment Saras Jasikevičius. C'est un rendez-vous très particulier pour lui parce que ça se joue à Kaunas, qui est sa ville natale, son ancien club. Aussi parce qu'il est en fin de contrat. C'est la 3e fois consécutive qu'il est au Final Four. Est-ce que c'est la bonne ? Moi, je pense que c'est sans doute l'entraîneur qui a le plus de pression. Il a échoué l'année passée. Il a quand même beaucoup de moyens.
J'ai l'impression qu'il a quand même les coups des franges par rapport au recrutement. Ah, il a refusé Calates et choisi Voilà. par exemple Donc, Satoransky. Donc c'est lui qui vraiment recrute les joueurs. L'équipe est à son image. Moi, je me demande si parfois ça va pas trop loin dans les consignes, dans la tactique, s'il n'y a pas trop de rotation justement. Est-ce que les joueurs sont contents? Est-ce qu'on optimalise vraiment leurs possibilités et leurs qualités? Moi, j'en fais pas le favori, même si j'adore ce coach, j'adore sa rigueur, j'adore sa défense. Quand il était à Kaunas, j'ai analysé beaucoup de matchs. Offensivement, c'est brillantissime. Mais dans sa gestion, dans son management, voilà, je suis pas certain que à ce niveau-là, ça fasse la différence. Mais on aura la réponse rapidement. Il est terriblement sanguin, évidemment, hein, Sarras. C'est lui qui a le plus de pression de tous. Hein. En plus, il coach à la maison. Donc, exactement. À niveau Barcelone, c'est vrai qu'il y a un gros budget, pas beaucoup de titres, et c'est ce qui apporte au niveau du club. Donc, grosse pression parce que fin de contrat. Ouais. Les titres, le détenteur du nombre de titres en Euroleague, c'est le Real Madrid. C'est cette institution qui refuse systématiquement de perdre. Le culte de la victoire, il a encore été rappelé dans la série de playoffs et on va en parler évidemment face aux partisans. Vous avez connu la Maison Blanche, Axel, donc parlez-nous de cette culture de la gagne incomparable. Il y a l'interview de Chus Mateo à la fin du match, du 5e match, où il dit pour nous, ça a vraiment été une série très difficile, mais c'est là surtout la pression qui était sur nos épaules pour nous faire réagir et cette culture de la gagne. Donc oui, c'est pas évident d'assumer cette pression au quotidien, mais il y a des joueurs dans cet effectif qui assument et qui ont du caractère et qui comprennent les valeurs du club. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont tellement gagné qu'ils arrivent dans les moments chauds à rester calmes. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Et ils se disent, on est à moins 15 ou moins 16, comme c'était le cas au Game 5. Ouais. Restons calmes, on va jouer notre jeu. On va surtout rester dans notre identité, dans ce qu'on sait faire et là où on est les plus forts. Et ça va finir par passer. Ouais. C'est impressionnant. Et c'est ce qui s'est produit. Et alors, je trouve qu'ils ont... Alors, je ne sais pas à Barcelone, mais ils réussissent l'intégration de tous les sports. Quand on voit le nombre de footballeurs qu'il y avait hier dans la salle, je trouve qu'il y a une forme d'unité, c'est un long fleuve tranquille, j'ai l'impression. Alors ça, ils gagnent pas tout le temps, mais ils sont jamais très loin. Et moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Et la performance des anciens hier... Très impressionnant. On va commencer par un joueur. Je suis d'accord avec vous que les anciens ont fait la différence, mais je pense qu'il fait partie désormais des anciens. C'est sans doute le joueur qui ne peut absolument pas manquer au Real. Je parle évidemment du pivot Walter Tavares, qui fait la différence en défense, qui fait la différence en attaque désormais aussi, parce qu'il est servi au dunk, mais aussi parce que de plus en plus, il sert de deuxième distributeur, une sorte de tour de contrôle. Voilà, on le voit ici, qui oriente le jeu et qui aère un petit peu tout. C'est le joueur le plus dominant d'Euroleague, c'est le key factor, à mon avis, de la série. Même, bon, il y a deux key factors. Hein. Il y a Walter Tavares qui se blesse au Game 1 et ne joue pas le Game 2. Et puis la bagarre, forcément, qui a un impact sur la série, certainement. Mais Tavares est le joueur le plus dominant d'Euroleague et les équipes doivent s'adapter. Et je pense que Chus Mateo a réussi à trouver un peu une solution tactique qui a embêté, qui a permis à Tavares d'être encore plus dominant. La défense de zone, c'est ça, oui. Qu'on voit assez peu dans le basket moderne. Il faut oser faire ça à ce niveau de compétition. Ça veut dire qu'il faut jamais dire la zone, ça peut être utilisé à bon escient, probablement par petites touches, mais c'est fort d'avoir osé. Ça a marché, bon, donc forcément, voilà, c'est brillant. C'est brillant. Et je trouve que le Real, en gardant Tavares toutes ces années, alors qu'il a certainement eu plein de sirènes de la NBA, c'est aussi la preuve de leur ambition et de ce que je disais tout à l'heure, de ce club de tradition. Ouais. On va, vous l'avez évoqué, hein, on va revenir sur cette bagarre qui est le tournant quand même de la série. Quand on évoque le refus de perdre, ici, et c'est assez rare, c'est même très rare, Sergio Llull
manifesté de manière quand même très agressive. Kevin Punter a eu le malheur d'y répondre de manière trop véhémente. Et puis c'est parti, comme vous le voyez sur les images. Bon, heureusement, pas trop de conséquences physiques, mais de grosses conséquences pour le Partizan qui a été privé pendant 2 matchs de Punter. Les 2 matchs joués à Belgrade. Un match avec Mathias Le Sort. Yabusele, lui, c'est la fin de saison parce qu'il est suspendu 5 matchs. C'est le tournant. Oui, c'est le tournant. Bon, je veux dire, l'action de Yule, c'est un excès de caractère et je pense que ça, on peut lui pardonner. Ce qu'on ne peut pas pardonner, c'est toute la suite de l'événement. Et malheureusement, ça a eu un trop gros impact sur l'équipe de Partizan qui a montré un niveau de jeu juste spectaculaire. Oui, qui était la sensation de la saison. Qui méritait quand même d'être dans ce Final Four. Oui, et qui a calé finalement au match 5 sous le poids de l'expérience. Le Partizan qui a mené de 18 unités. Je pense qu'il y en avait encore 16 à la mi-temps. Mais à un moment, Serge, vous l'avez dit, il y a les anciens qui ont pris le match en main. On a vu encore, Rodriguez a vraiment porté, Chacho, il a porté l'équipe dans sa création, dans son tir, mais aussi dans ses pénétrations, dans ses drives. Loul a mis 2-3 paniers à 3 points extraordinaires. Fernandez a pris des rebonds offensifs. Encore une fois, c'est l'ossature, c'est la tradition, c'est les joueurs qui représentent l'image du club, qui ont tiré le club de ce très mauvais pas, parce qu'encore une fois, ils étaient mal partis. C'est la première fois qu'une équipe revient de 2 défaites à 3-2. Exactement. Mais ils ont failli être la première équipe à perdre un Game 5 à domicile. Ça n'est jamais arrivé en Euroleague. Donc, et encore une fois, les anciens, l'expérience et cette faculté de dire on va rester calme. On n'a pas mis un tir. Ezonia, il met pas un tir en première mi-temps, il met 2 tirs à 3 points, dont un qui est stratosphérique en deuxième mi-temps. On reste calme, ça va passer. Alors il y en a un qui est resté très calme. Je trouve que c'est tout à fait exemplaire. C'est Chus Mateo, le coach du Real, qui, vous parliez de pression pour Jasikevičius au Final Four. Lui, il a été sous pression depuis le début de saison. C'est le successeur de Pablo Lasso. Il a été son assistant pendant des années. Et on s'est trouvé un vrai successeur, non? Oui, surtout qu'il a eu un début de saison difficile avec 5 défaites. Le club a cru en lui et lui a donné la chance de pouvoir continuer. Ils ont eu une Copa del Rey difficile. Donc il a bien su gérer ce moment, il a su gérer les blessures, il a fait des choix tactiques très importants à un moment difficile et il a sorti la série. Je pense qu'il a montré ses capacités pour pouvoir gérer une équipe comme celle-là. Bon, le petit jeu des pronostics maintenant, puisqu'on a présenté ces 2 demi-finales. Qui va s'affronter en finale et qui va au bout cette année, Axel? Je pense que Olympiakos va passer et que Barcelone va passer. Et la finale, c'est pour Olympiakos. C'est l'année des Reds, je pense. 4e titre. Serge, vous êtes d'accord? Moi, c'est plutôt le cœur, mais je partage Olympiakos et je trouve que pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils représentent, le Real mérite de passer, mais l'Olympiakos aussi en finale. Bon, on est tous d'accord. Alors, moi aussi, je dirais l'Olympiakos pour l'ensemble de son œuvre. Je pense quand même que ça s'annonce un Final Four qui va être terriblement électrique parce que dans une salle qui va être sold out tout le temps avec pas mal de supporters lituaniens aussi. Avant de se quitter, avant de vous remercier, je voulais quand même rendre hommage à une Belge qui s'est illustrée cette année en Euroleague du côté féminin. On la retrouve. The 2022 and 23 EuroLeague Women Most Valuable Player is Emma Messerman. Please take a look at the video. Hey Emma, we zijn heel erg trots op jou. So it's a great honor, but the thing that hit me most, or touched me most, was my friends and my family seeing that, because I've been away from a long time now, and it just, warms my heart so much. Ce ne sont pas des images de jeu qu'on voit d'Emma Messerman, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est toujours l'humilité. 5 titres en Euroleague, désignés MVP, sans jamais en fait chercher la lumière. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est une des meilleures joueuses du monde. Ouais, si pas la meilleure.
Peut-être, mais en tout cas, elle est dans le top 5 des meilleures joueuses du monde. On a une équipe nationale qui va en quart de finale des Jeux Olympiques, quart de finale des championnats du monde. C'est exceptionnel. Il faut juste... Et je trouve qu'on devrait, en Belgique, être un peu plus fiers et arriver à stariser un peu plus nos joueurs. Alors, elle est très... Elle n'est pas trop à ce niveau-là. Elle est très humble, mais on peut quand même, au niveau de la fédération... faire plus pour les... Sam Van Rossum, qui a une carrière en Euroleague, en Espagne, extraordinaire, qui est aussi... très humble, mais on devrait les mettre, on devrait, et le basket s'en trouverait, le basket belge en tout cas, s'en trouverait grandi. On a besoin d'avoir des stars comme nos footballeurs pour tirer ce sport vers le haut, mais c'est une joueuse, c'est fantastique ce qu'elle fait. Nous, c'est ce qu'on essaye, de le tirer vers le haut sur nos antennes avec l'Euroleague et avec les Cats, les Belgian Cats. Vous parliez des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques. Elles reprennent le collier à l'Eurobasket du 15 au 25 et vous pourrez le suivre en direct sur notre antenne avec évidemment en tête de proue la grande Emma Messmann. Les Belges qui visent une médaille et pourquoi pas cette fois-ci la plus belle. Mais voilà, une chose à la fois, une étape à la fois, je pense que c'est le leitmotiv aussi d'Emma Messmann. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour évoquer cette passion pour l'Euroleague. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce Vous Sport Club spécial. Et puis surtout, on va se retrouver au Final Four le 19 et le 21. Voici les rendez-vous. La première demi-finale, elle va donc opposer l'Olympiakos à Monaco. Ce sera vendredi à 16h45. La deuxième, ce sera le Real Madrid face à Barcelone, le Classico en soirée à partir de 19h45 et puis la finale 18h45, ce sera pour le dimanche 21. À très bientôt. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Merci à tous et on se quitte avec le top 5 des Game 5 des playoffs qui ont tenu toutes leurs promesses. À très bientôt. Ciao. Now Pointer wants to pick and roll from the days. Magid's forced to go in his zone. There's the pass. Oh! Tavares comes out of nowhere. Trevanovic is going to be stuffed at the rim. Slukas goes this way, goes that way. Oh! Hoppa! Kostas Slukas with a scoop and score. He's going to go this way and then that way. James again! Oh my goodness! Oh mon Dieu! Dante Hall, this time in traffic. Look at this, a shake and a shimmy inside out dribble from Mike James. Summer play! What a play! None of the up top being forced to his left, goes to the right anyways. Smilagis hasn't hit one yet, now to the basket. Oh! Alan Smilagis goes up and over, penetrating to the hoop and throwing it down. Brown. Brown! What a stand by Chima Moneke, who says, "Mais non, mon ami!" Chima Moneke with the negation.